Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une deuxième édition de ma chronique autour du Grand Nord. Alors même si on s'approche plus ou moins des beaux jours, je voulais vraiment et je tenais à vous faire cette vidéo car j'ai lu deux pépites pendant cet hiver et je me suis dit vraiment il fallait que je vous les présente. Donc deux livres qui peuvent se rapprocher à la thématique du Grand Nord. Il y en a un qui l'est plus que l'autre mais l'autre ne démérite pas et il y en a un qui est beaucoup plus axé fantasy alors que l'autre il est plutôt style contemporain. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter est Les 7 étoiles du Nord d'Abby Elphinstone, un très magnifique livre, je tiens à le dire. Donc autant sur la couverture, les tranches du livre, mais aussi à l'intérieur. Honnêtement, ce livre est juste sublime. Donc dans ce livre, nous sommes à Erkenwald, donc une terre qui se situe au-delà des terres explorées par tous les explorateurs que l'histoire a pu connaître. Et Erkenwald est surtout vu comme le berceau de la vie, vie qui a été possible grâce à la constellation de la Petite Ourse, donc une constellation de 7 étoiles. Et sur cette terre d'Erkenwald vivent 3 tribus, la tribu des fourrures, la tribu des plumes et la tribu des défenses. Dû à la création de la vie, il reste beaucoup de magie à Erkenwald. Si les êtres humains des tribus savent s'en servir pour faire de belles et de bonnes choses, la magie attire aussi les convoitises et c'est pour cela que l'une des 7 déesses, donc une des 7 étoiles de la Petite Ourse, la plus petite d'entre elles va vouloir descendre sur Terre pour essayer d'avoir les pleins pouvoirs. Donc suite à un complot que je vous laisserai découvrir, cette déesse a réussi à mettre en conflit toutes les tribus d'Erkenwald alors que jusque-là elle vivait en harmonie. Elle va se mettre dans la poche la tribu des défenses et avec eux elle va régner sur Erkenwald et à partir de là nous allons l'appeler la Reine des Glaces. Sauf que cette reine a emprisonné tous les adultes des tribus des plumes et la tribu des fourrures, donc en gros tous ceux qui étaient à la bataille, sauf que les enfants restent camouflés chez eux et ont juste une peur, se faire emprisonner chez la Reine des Glaces. Ils ont encore plus peur que tous les matins la Reine des Glaces entonne une mélodie faite à partir des voix des parents qui ont été emprisonnés et cette mélodie a pour but d'essayer de les attraper dans son château pour à leur tour leur voler leur voix. Pourquoi veut-elle voler leur voix? Tout simplement pour pouvoir devenir immortelle sur Terre et un sentiment d'urgence va se faire puisque avant le soleil de minuit qui a lieu dans quelques semaines au début du livre, cette immortalité devient nécessaire puisque si elle n'a pas toutes ses voix, elle ne sera pas immortelle et elle va mourir. D'ailleurs le fait d'attirer les voix me rappelle beaucoup le principe de la flûte enchantée, honnêtement, d'essayer avec une mélodie d'attirer quelque chose. Vraiment ça m'a vraiment fait penser à ce conte là, je sais pas si c'est voulu mais ça m'a vraiment fait penser à la flûte enchantée sur le principe. Enfin bref, c'est dans ce contexte que nous allons rencontrer Eska et Flint, les deux personnages principaux de cette histoire. Je sais que je vous en dis beaucoup mais je vous rassure c'est vraiment que le début du livre et encore je synthétise plein de choses pour vous laisser vraiment découvrir cette histoire comme bon vous semble. Alors Eska c'est une jeune fille de 12 ans qu'on retrouve au début de ce roman emprisonnée dans une boîte à musique dans le palais de la reine et elle n'a aucun contrôle sur son corps puisque à cause d'un maléfice de la reine elle est vraiment comme une, vous savez les petites figurines qu'on retrouve dans les boîtes à musique à tourner sans pouvoir s'en rendre compte et c'est surtout que elle est complètement amnésique, elle ne se souvient de rien, pas de son histoire et par un instinct de survie elle refuse de parler à la reine. La reine elle désire qu'une seule chose, c'est d'obtenir la voix d'Eska et elle s'attourne à l'obsession. Alors pourquoi? Ça je vous laisse le découvrir parce que sinon ça serait vous spoiler une partie du livre mais c'est la grande problématique qui sera autour d'Eska. Et de l'autre côté nous allons suivre un jeune homme du nom de Flint qui est un enfant de la tribu des fourrures qui de base se rend dans le palais de la Reine des Glaces dans un seul but de sauver sa mère et c'est en allant dans ce château qu'il va croiser le chemin d'Eska et s'ensuit une aventure entre ces deux personnages. Je ne vous dis pas comment il va réussir à délivrer Eska, ça je vous laisserai le découvrir mais en tout cas c'est sûr qu'ils vont repartir tous les deux du château de la reine mais par contre Flint n'aura pas eu l'occasion de sauver sa mère, ce qui va beaucoup faire regretter à Eska au début du livre. En fait il va se rendre compte que la clé pour sauver le royaume de la Reine des Glaces se trouve en Eska. Pourquoi? Je vous laisse le découvrir. Bon ça fait beaucoup d'infos mais on va passer plutôt à mon avis maintenant. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? D'ailleurs c'est un de mes premiers coups de cœur de 2022. Je l'ai lu au mois de janvier pendant l'école Winter Challenge. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors d'abord ce que j'ai aimé je dirais c'est vraiment la relation entre l'être humain et la nature qui ressort tout au long de ce livre. Honnêtement c'est vraiment poétique voire magique et pourtant on devrait être tous comme ça, être liés à la nature, hein, j'ai envie de dire. Ça c'est que mon avis personnel mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touché dans ce livre. Et donc ces enfants vont avoir un lien avec la nature mais tout particulièrement avec les animaux. Donc avec
Flint, on va surtout retrouver un lien avec un petit renard au nom de Caillou et avec Eska, un aigle du nom de Balapan. Et c'est vraiment en fait avec Eska que ce lien entre hommes et animaux va vraiment se ressentir, puisque Eska a cette capacité à se lier facilement d'amitié avec un animal, notamment avec Caillou. À la première rencontre, le renard a décidé de faire confiance à Eska alors que c'est pas forcément le cas de Flint, et aussi que l'aigle dont je vous parlais, Balapan, va surtout avoir un rôle de mère envers Eska, puisqu'elle va lui protéger et surtout elle va lui apprendre comment survivre en pleine nature en hiver quand tout espoir semble perdu. Hein, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un lien qui est vraiment très fort et qui se fait ressentir et qui est incroyable en fait, hein, tout simplement. C'est très bien écrit, le ressenti est là, honnêtement j'ai adoré. Et ça se ressent aussi dans le personnage de Flint, même si c'est un peu moins incarné que par Eska, puisque Flint a vraiment un respect pour la nature en général. Et quelque chose qui va se faire ressentir aussi dans le livre, c'est que par exemple pour tuer un animal pour se nourrir, il va remercier la terre et surtout l'animal pour lui avoir offert sa vie pour qu'il puisse survivre lui en mangeant. Enfin il y a tout un rituel autour de la nature qui est super bien construit et super bien fait. Deuxièmement, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'intrigue est pas forcément complexe on va dire, mais qui semble difficile pour des enfants, puisque c'est eux deux, surtout avec Eska, que l'espoir de vaincre la Reine des Glaces va être transmise. Et c'est surtout qu'ils ont un énorme rôle dans l'histoire, et ce qui fait que s'ils étaient tout seuls pour accomplir leur quête, et ben ça aurait pas été crédible, et moi ça m'aurait beaucoup dérangé. Alors que là ils se font aider. Il y a notamment Balapan qui va aider Eska, il y a Flint qui va chercher l'aide des autres tribus, donc la tribu des plumes, et il va surtout y avoir un personnage qui s'appelle Poil Blanc qui va intervenir à un moment. Donc lui je vous dis pas qui il est, mais en gros il va non seulement raconter à Eska son passé, pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle est si importante dans l'histoire et pourquoi la Reine des Glaces la veut absolument et pourquoi elle veut absolument savoir. Il va expliquer ça et il va aussi les aider sur leur chemin, les conseiller et surtout parfois les sauver. Et Poil Blanc c'est un adulte, hein, je tiens à préciser, mais du coup ça donne vraiment plus de crédibilité à l'histoire, le fait que les enfants soient aidés et qu'ils accomplissent pas cet immense tâche que d'affronter la Reine des Glaces et de la vaincre s'ils étaient tout seuls. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, et les personnages se construisent en fait. C'est pour ça que je vais en venir à mon troisième point, pourquoi j'ai aimé, c'est que les personnages se construisent vraiment tout au long de l'histoire. Il y a vraiment une évolution, surtout vers Eska. Il y a une énorme évolution, ils ont vraiment un parcours personnel qu'ils achèvent à la fin de cette quête. Il y a vraiment tout ce parcours personnel que je trouvais très bien construit, et c'est surtout que, en tout cas pour moi, on ne s'ennuie pas en fait du début à la fin dans ce livre, on s'ennuie jamais. J'ai jamais trouvé un moment de longueur, parce que même si l'action se faisait un peu moins rapide qu'avant, on apprenait toujours quelque chose, il y avait toujours une intrigue qui était là, et surtout que les chapitres se terminaient toujours par un cliffhanger qui faisait qu'on voulait tourner les pages et qu'on voulait savoir comment allait se terminer cette histoire. D'ailleurs, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un roman à plusieurs voix entre guillemets, puisqu'il y a des chapitres qui vont être consacrés à Eska, d'autres à Flint et parfois même à la Reine des Glaces, ce qui donne vraiment une pluralité à l'histoire et surtout plusieurs points de vue que moi j'ai vraiment aimé, et que je trouvais même presque dommage si l'autrice n'avait pas fait ça, puisque vraiment on se sent vraiment acteur de l'histoire, même si c'est écrit à la troisième personne. En tout cas moi j'ai adoré. Honnêtement pour la fantasy jeunesse, je vous recommande à 100% cette histoire. Honnêtement j'ai adoré, et pourtant j'aurais presque envie de vous dire plus pourquoi j'ai adoré, mais ça serait vous spoiler, ce qui serait vraiment dommage. En tout cas si vous voulez le découvrir, honnêtement allez-y, parce qu'il est juste incroyable. Le deuxième livre que je vais vous présenter est aussi pour moi un coup de cœur, et il s'agit de Balade pour une baleine de Lynn Kelly. Et alors celui-là mon dieu, qu'est-ce qui m'a fait ressentir plein de choses. Je vous raconte tout de suite le synopsis. Donc dans ce roman nous allons suivre Eris, qui est une jeune lycéenne au collégienne, mais il me semble que c'est une lycéenne, j'ai un gros doute là d'un coup. Attendez, j'ai un gros doute, je ne saurais pas retrouver, mais bon bref c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Donc Eris est une jeune lycéenne, je crois, qui a la particularité d'être malentendante, et à travers cette histoire va nous faire partager son quotidien en tant que personne sourde, mais aussi en tant qu'une personne qui peut se sentir seule quand elle ne peut pas communiquer avec les autres comme elle voudrait. Ça c'est vraiment une thématique que l'on va vraiment retrouver dans le roman. Un jour, alors qu'elle est en cours de SVT, la professeure va lui faire découvrir l'histoire de Blue 55, une baleine qui ne chante pas à la même fréquence que ses congénères, puisqu'elle chante à 55
Hz, d'où son nom, et pas à 35 Hz comme les baleines dites normales. Et ainsi Blue 55 ne peut pas se faire comprendre de ses autres congénères. Elle peut comprendre les autres baleines, mais elle ne peut pas se faire comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui va captiver Eris, puisque elle se reconnaît en cette baleine. Parce que effectivement, elle aussi, elle n'arrive pas à se faire comprendre. Parce que elle aussi, elle se sent seule parmi ses congénères, parmi les autres êtres humains, comme cette baleine se sent seule avec les autres baleines. Et je dis bien, elle se sent seule, puisque cette baleine va vraiment devenir un personnage à part entière dans ce roman. Je pense que c'est vraiment voulu pour l'autrice. Suite à ce cours de SVT, Eris va faire énormément de recherches sur les baleines, notamment sur le chant des baleines, puisque après ce cours de SVT, elle a une seule obsession, c'est d'entrer en contact avec Blue 55 pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule et qu'il y a des gens qui la voient, qui la comprennent et qui l'entendent. Alors va-t-elle y arriver? Comment va-t-elle s'y prendre? Ça, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, la rencontre entre ces deux êtres est vraiment touchante. Ce livre est un peu moins sur la thématique du Nord, puisque le Nord vient seulement à la seconde moitié du roman, quand elle va essayer de retrouver cette baleine par n'importe quel moyen. Mais voilà, ça je vous laisserai le découvrir. Et il y a beaucoup d'aspects dans ce roman qui moi m'a vraiment touchée en fait, et qui font que j'ai ressenti plein de choses et qui font que c'est devenu pour moi un coup de cœur. Le premier aspect bien évidemment, c'est la situation de handicap d'Iris, donc elle est une personne malentendante, et j'ai presque envie de dire que c'est cette thématique qui va en faire découler plein d'autres. Alors avant toute chose, même si dans ce roman nous n'avons pas la vision directe d'une malentendante, puisque l'autrice normalement elle ne l'est pas, mais elle enseigne la langue des signes, donc vraiment cette autrice est confrontée tous les jours à des personnes qui sont malentendantes, et je pense qu'au niveau du ressenti du personnage, on peut vraiment lui faire confiance à cette autrice, puisque j'imagine que vraiment c'est inspiré des gens qu'elle voyait dans son quotidien, et en tout cas au moins elle sait de quoi elle parle, donc ça aussi c'est déjà un point positif tout de suite quand je l'ai su. Et vraiment par rapport à cet handicap, nous allons vraiment voir Eris évoluer dans son quotidien, donc elle n'est plus la même à la fin de l'histoire, ça c'est sûr. Mais en fait Eris c'est vraiment le miroir d'un personnage qui montre à quel point on peut être isolé dès qu'on a un handicap aussi grand, j'en avais presque envie de dire, que la surdité. Alors je sais que ces personnes-là vont pas forcément se sentir handicapées, mais j'imagine, hein, en tout cas je parle de moi, de mon interprétation et de par rapport à ce qu'on ressent dans ce livre, c'est qu'ils sont dans une bulle qui parfois les empêche de communiquer avec d'autres personnes, et ça c'est vraiment quelque chose en tout cas qui va se ressentir dans ce personnage là, qui est un frein et surtout qui c'est un peu un désespoir. Et ça on le voit surtout dans les personnages de sa famille, puisque on va passer du temps avec sa grand-mère, avec sa mère, avec son frère et son père. Donc sa grand-mère qui est sourde elle aussi, avec qui ça se passe très bien puisque finalement elle parle la même langue, avec sa mère qui elle n'est pas sourde mais qui apprend la langue des signes, mais qui veut que sa fille vive dans le monde avec des non-sourds on va dire, avec des personnes entre guillemets normales, son frère qui s'adapte très bien malgré qu'il ne soit pas sourd non plus, et son père par contre qui n'est pas sourd mais qui ne fait aucun effort. Et donc là on voit quels liens peuvent se former avec les personnes malentendantes en fonction de comment on perçoit leur handicap, et surtout de l'effort que nous, personnes non malentendantes, pouvons faire envers ces personnes là. Et c'est vraiment ça aussi qui est touchant. Et même entre sourds entre guillemets, on se rend compte que le langage n'est pas forcément facile, puisque en fonction des générations, on n'a pas le même code, on n'a pas le même signe, et que parfois on se comprend pas tellement. C'est aussi quelque chose qui est perçu dans ce livre là, surtout avec un ami de Iris qui est sourd lui aussi, qui parle la langue des signes mais qui la pratique beaucoup plus souvent, et surtout qui est dans un établissement qui est que avec des personnes malentendantes. Et ce n'est pas forcément le cas d'Iris qui est dans un lycée normal et qui a un traducteur pour l'aider en fait à se repérer, donc c'est pas forcément le même langage qu'on peut avoir. Et là aussi ce sont des problèmes que ces personnes là peuvent rencontrer dans leur quotidien et qui sont très bien énoncés dans ce roman. Et je sais pas si on comprend ce que je voulais dire, mais j'espère que vous m'avez suivi et que je ne vous ai pas perdu. Mais avec Iris on nous partage une autre vision aussi. Il est vrai que c'est pas parce qu'une personne est malentendante qu'elle ne peut pas percevoir les sons, ils les perçoivent différemment, pas avec les oreilles du coup, mais avec les ondes qu'on peut avoir dans des enceintes. Vous savez que le son se propage avec des ondes, ça c'est juste un cours de physique que je vous fais là, mais c'est une réalité. Et ce qui fait que les enceintes elles vibrent quand on a du son. Et Iris va percevoir le son comme ça en fait en touchant les enceintes, et elle va pas forcément les comprendre ni les entendre, mais elle va pouvoir évaluer si le son est plus ou moins fort. Et ça c'est amené parce que cette jeune fille sait réparer les radios, elle est passionnée des radios, elle trouve ces objets fascinants, mais c'est aussi en fait une façon autre de percevoir les choses que moi j'ai trouvé bien amenée dans ce livre et que moi j'ai beaucoup aimé. Alors bien évidemment une autre thématique que j'ai adorée, et c'est aussi pour ça que je vous présente ce livre là dans cette catégorie de vidéos sur le Grand Nord, c'est que le
Grand Nord va être abordé à un moment avec des paysages justement magnifiques et surtout ce rapport avec Blue 55, donc la baleine, qui est juste incroyable. Et d'ailleurs la rencontre entre Blue 55 et Iris est juste touchante. J'en ai versé ma petite larme et vraiment on voit à quel point l'autrice a voulu mettre leurs histoires en parallèle et c'était juste magique. Et sans vouloir faire un cours de biologie, l'autrice explique aussi comment vivent les baleines et comment elles font pour se repérer, et ça aussi c'était juste bien pour en savoir plus et surtout pour comprendre pourquoi Blue 55 est seule et pourquoi elle rapproche tant son histoire par rapport à celle d'Iris. Et en fait ce mécanisme là je peux pas trop vous en dire plus sinon ça serait spoiler la fin, et juste incroyable aussi. Voilà, ce livre est riche en pédagogie, on nous raconte aussi le travail des scientifiques puisque ce qu'arrive à faire Iris au final est un grand exploit puisque les scientifiques eux étudient le chant des baleines mais ne les comprennent pas forcément et ne savent pas comment entrer en contact avec les baleines. Donc ça aussi c'est quelque chose qui nous est raconté. Quand je vous dis qu'il y a vraiment une thématique autour de la baleine, c'est aussi par rapport à ça, au travail des scientifiques. Et vraiment l'autrice nous donne vraiment un max d'informations pour comprendre tout ça sans non plus nous noyer dedans, et ça aussi c'était vraiment bien dosé, c'était vraiment super bien et c'était ultra fluide surtout. Et outre les baleines, l'autrice nous donne aussi des indications sur le monde marin qui n'est pas non plus désagréable. Pour compléter ma lecture, j'ai aussi regardé des reportages sur les baleines qui sont disponibles sur Disney+. Donc si vous avez cette plateforme là, vous pouvez les regarder. Je vais vous en présenter deux, dont un j'ai beaucoup aimé parce que c'était poétique dans la façon dont c'était raconté et ça fait pas non plus très scientifique, donc ça se regarde assez bien. Et donc ce premier reportage que je peux vous conseiller qui est fait par National Geographic est Les secrets des baleines. Donc c'est une mini-série de 4 épisodes. Donc le premier épisode concerne les orques, le deuxième les baleines à bosse, le troisième les belugas et on a aussi un aperçu sur les narvals, et le quatrième épisode est consacré au cachalot. Donc c'est une mini-série qui est vraiment bien faite et que je peux vous conseiller suite à la lecture de Balade pour une baleine, puisque finalement cette série documentaire met vraiment en valeur l'importance de la communication entre les baleines, puisque les baleines vivent en famille, qu'il y a une matriarche à la tête du groupe et que c'est elle qui enseigne aux autres baleines comment survivre, et surtout que quand elles chassent, elles sont toutes ensemble pour chasser et qu'il n'y en a pas juste une qui fait rien par rapport aux autres. Elles ont toutes un rôle important dans leur tribu et c'est pour ça que Blue 55 dans cette histoire se sent seule. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous l'ai pas forcément dit, Blue 55 qui est présent dans Balade pour une baleine est une vraie baleine qui existe. En tout cas, l'autrice en est inspirée, mais elle s'appelle pas Blue 55 en vrai, elle s'appelle Blue 52, mais c'est la même chose, hein. C'est une baleine qui ne communique pas sur les mêmes fréquences et que du coup n'arrive pas à se faire comprendre de ses congénères et qui vit très seule dans les océans. Et vivre seule dans les océans, c'est être en danger, hein. Il faut le savoir aussi. Donc c'est un peu moins grave quand on est une grosse baleine comme Blue 55, donc dont la taille se rapproche d'une baleine bleue, que quand on est un beluga, on tient à le dire. Et donc pour revenir sur cette mini-série, donc du coup on nous explique où vivent les familles de baleines, donc en fonction de quelle espèce on vit dans quel type d'océan. Donc on se rend compte que des orques on peut retrouver un peu partout, alors que les belugas par exemple sont vraiment dans les eaux arctiques pour le coup. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé sur cette série, c'est qu'on met en valeur plusieurs espèces et qui sont pas forcément connues, puisqu'en général quand on parle de baleine, la baleine bleue ça parle à tout le monde, la baleine à bosse aussi, mais pas forcément les orques, les belugas, les narvals, etc. Donc c'est vraiment important aussi de dire ce sont aussi des baleines, hein. Il n'y a pas que les baleines bleues et tout ça, donc ça met vraiment en valeur plein d'espèces que moi j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment pas désagréable à regarder puisqu'on a des paysages incroyables, on a aussi un peu le point de vue des scientifiques plutôt vers la fin des épisodes, et surtout des images incroyables puisque c'est pas forcément courant par exemple qu'on peut voir un bébé narval téter sa mère, et là c'est vraiment quelque chose qu'on peut admirer dans cette petite série et ça c'est vraiment incroyable. Ils ont fait ce documentaire sur 3 ans et il était vraiment complet honnêtement pour avoir un point de vue sans avoir un discours trop scientifique sur la vie des baleines et l'importance de leur chant. C'était vraiment incroyable et je peux recommander cette mini-série. Un autre documentaire que j'ai vu, donc là c'est un film documentaire qui s'appelle Le Royaume de la baleine bleue, donc là qui est beaucoup plus scientifique et qui est beaucoup plus difficile à prendre en main on peut dire, mais qui est consacré à la baleine bleue, donc qui peut-être se rapproche plus à Blue 55 que l'on retrouve dans Balade pour une baleine, mais qui là raconte plutôt le travail des scientifiques et leurs moyens de protection envers ces baleines, puisque on a un gros souci, c'est que on met les voies maritimes là où vivent les baleines bleues, donc je vous explique pas les dégâts que ça peut faire, n'est-ce pas?
pas. Et donc du coup on suit leur travail assez scientifique sur comment ils font pour protéger ces baleines bleues des bateaux, d'essayer de comprendre leur chant et comment le son des bateaux peuvent perturber leur vie pour pouvoir proposer des solutions pour que ces baleines puissent survivre tranquillement en dehors des voies maritimes, donc en déplaçant les voies maritimes, hein, je sais ça que je veux dire, mais aussi comment ils les protègent de la pêche, puisqu'apparemment il y a encore des pays qui pêchent cette baleine là. On a un bel exemple à la fin. Ou si vous voulez vraiment quelque chose de spécifique aux baleines bleues, je peux vous recommander ce documentaire, même si il parle vraiment avec un gros discours scientifique là, donc si vous n'êtes pas forcément habitué à ce genre de discours, ça peut être un peu plus difficile à prendre en main que l'autre, mais il est tout aussi intéressant. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette chronique. Donc moi j'étais vraiment contente de vous faire cette chronique là, c'est vraiment une chronique qui me tient à cœur, tout ce qui touche au Grand Nord, même si on approche sur les beaux jours, je voulais vraiment vous en parler parce que c'était vraiment de très belles lectures et de très belles découvertes avec ces films documentaires là. J'espère vous avoir donné envie de lire ces livres, et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Si vous voulez recommander aussi d'autres commentaires sur les baleines, le champ des commentaires est aussi fait pour ça, parce que moi j'ai regardé ces deux documentaires là, mais j'en ai pas regardé d'autres parce que bon, je me dis ça va, j'en ai quand même regardé pour quelques heures quand même, donc ça va. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo là. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques. D'ici là, j'ai envie de vous dire portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!